Il y a une chose que je voudrais que tu entendes avant tout le reste. Le fait d'aimer rester chez toi ne dit pas forcément que tu es solitaire, froide, timide ou compliquée. Parfois, cela dit exactement l'inverse. Cela peut révéler une femme qui a enfin compris que son énergie n'est pas un buffet à volonté. Mais il existe aussi une autre possibilité, plus inconfortable, ce refuge que tu appelles tranquillité et peut être devenu, sans que tu t'en aperçoives, une cage très bien décorée. Et la révélation que je veux te proposer aujourd'hui tient dans cette différence-là. Reste jusqu'au bout parce que nous allons démonter un vieux mythe romantique et social. Non, une vie pleine n'est pas une vie remplie de sorties de monde et d'agitation. Une vie pleine est une vie dans laquelle tu peux choisir sans être gouverné par la peur. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à regarder ensemble ce qui se passe derrière nos habitudes plutôt que de nous contenter de jolies étiquettes. Et dis-moi en commentaire si un jour tu as inventé une excuse pour ne pas sortir alors qu'au fond de toi tu ne savais même pas si tu avais besoin de repos ou si tu avais simplement peur de quelque chose. La nuance paraît petite. Psychologiquement, elle est immense. Et si ce que je vais te dire aujourd'hui résonne en toi, sache que j'ai rassemblé ce type de travail dans un e-book que j'appelle Brisé par Design. Tu peux le télécharger depuis la description de la vidéo ou depuis le commentaire épinglé juste en dessous. Je te le signale maintenant simplement parce que certaines prises de conscience ont besoin d'un endroit où continuer à vivre après la vidéo, et pas seulement d'un «Ah oui, c'est vrai» avant de passer à autre chose. Commençons par une scène très banale. Samedi, 10 à 8h30, ton téléphone vibre, on se retrouve vers 20h, tu regardes le message. Rien de grave. Personne ne t'a menacé. Personne ne te demande de traverser l'Atlantique à la nage. Et pourtant, une petite partie de ton corps se contracte. Tu commences à calculer, il faudra se préparer, conduire, parler, sourire, écouter, rentrer tard. Tu imagines déjà le moment délicieux où tu enlèveras tes chaussures en revenant, et soudain tu te dis, je suis bizarre. Avant, j'aimais sortir. Voilà le premier piège. Tu compares la femme que tu es aujourd'hui à celle que tu étais il y a 15 ou 20 ans, comme si ton système nerveux avait signé un contrat d'immobilité avec la vie. À 45, 55 ou 65 ans, on ne dépense pas son énergie exactement comme à 25. C'est pas une défaite. C'est une réorganisation. Certaines femmes découvrent à cet âge qu'elles n'ont jamais été aussi introverties qu'elles le croyaient. Elles étaient simplement très entraînées à faire plaisir. Elles acceptaient les dîners, les week-ends, les invitations, les obligations familiales, les conversations sans fin parce qu'elles avaient appris que être une bonne personne signifiait être disponible. Puis un jour, le corps commence à présenter la facture. Il ne crie pas forcément, il soupire. Il ralentit, il te fait préférer le silence. Et bien sûr, notre culture interprète parfois ce silence comme un problème à corriger, comme si le bonheur devait obligatoirement faire du bruit. J'aime appeler cela l'amour rationnel de son énergie, rien de très glamour, je te l'accorde. On ne voit pas souvent dans les films une héroïne dire « Je t'aime, mais j'ai besoin de rentrer à 22 heures pour protéger ma régulation émotionnelle ». Pourtant, ce serait parfois la phrase la plus saine du scénario. L'amour rationnel commence par une question simple, est-ce que ce que je fais me nourrit ou est-ce que je le fais uniquement parce que j'ai peur de décevoir? Tu peux remplacer sortir par répondre immédiatement, accepter une visite, rester au téléphone, héberger quelqu'un, aller à un repas de famille. La mécanique reste la même. Maintenant, attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Se respecter ne veut pas dire éviter tout ce qui nous fatigue. Si tu commences à appeler paix tout ce qui te permet d'échapper au moindre inconfort, tu ne protèges plus ton énergie, tu entraînes ton cerveau à devenir plus fragile. Le cerveau apprend par répétition. C'est là que la neuroplasticité devient très concrète.
Chaque fois que tu évites une situation parce que tu anticipes un malaise, tu obtiens un soulagement immédiat. Ce soulagement agit comme une récompense. Ton cerveau note: bonne stratégie, nous avons évité, nous sommes en sécurité, recommençons, et voilà comment une préférence peut devenir un automatisme, puis un territoire qui rétrécit. Pose-toi une question maintenant, sans chercher à être gentil avec toi ni sévère. Quand tu refuses une sortie, qu'est-ce que tu ressens 5 minutes après? De la paix, de la joie, une sensation d'espace intérieur, ou plutôt un soulagement nerveux comme si tu venais d'échapper à un examen? Ce détail compte. La paix ressemble à une respiration plus profonde. L'évitement ressemble souvent à une fuite réussie. Les deux peuvent donner envie de rester chez soi, mais ils ne racontent pas la même histoire sur ta personnalité. J'ai en tête le cas composite d'une femme que j'appellerai Claire. Les détails sont volontairement transformés, parce que ce qui m'intéresse ici n'est pas une personne identifiable, mais un mécanisme psychologique. Claire avait 58 ans. Elle disait avec un sourire: moi, je suis devenue sauvage. Elle travaillait encore, avait 2 enfants adultes, quelques amis, et depuis 3 ans, elle refusait presque toutes les invitations. Au début, elle décrivait cela comme un choix, puis, en parlant, une autre phrase est apparue: si je vais dîner avec eux, je vais devoir expliquer pourquoi je suis encore célibataire. Ce n'était donc pas le restaurant qu'elle évitait, c'était le regard qu'elle imaginait dans les yeux des autres. Voilà pourquoi j'aime les questions qui coupent les faux problèmes en deux. Qu'est-ce que tu ne veux pas ressentir si tu sors? Pas pourquoi tu n'aimes plus sortir. Trop large, trop facile. Demande plutôt quelle émotion j'évite. L'ennui, la comparaison, le sentiment d'être vieillissante, la peur de ne pas savoir quoi dire, la fatigue, la jalousie, la honte de ton corps, la crainte de rencontrer ton ex, l'impression d'être invisible au milieu de gens qui parlent plus fort que toi. Parfois, la personnalité ne se lit pas dans l'action visible, elle se lit dans l'émotion que cette action nous permet d'éviter. Il existe des femmes profondément introverties qui vivent très bien avec peu de sorties. Elles lisent, créent, jardinent, cuisinent, marchent, apprennent, parlent avec 2 ou 3 personnes qu'elles aiment et ne ressentent aucun manque particulier. Leur monde est calme mais vivant. Elles ne se coupent pas du lien, elles choisissent la densité plutôt que la quantité. Leur personnalité a souvent besoin de temps de récupération après les stimulations sociales. Ce n'est pas un défaut. L'introversion n'est pas une maladie. Elle décrit notamment une préférence pour des niveaux de stimulation plus modérés. Le problème commence seulement lorsqu'on utilise ce mot comme un certificat médical pour ne plus jamais se confronter à rien. Tu connais peu être ce dialogue intérieur: je suis introverti, donc je n'aime pas les groupes. Je n'aime pas les groupes, donc je n'y vais pas. Je n'y vais pas, donc je ne rencontre personne de nouveau. Je ne rencontre personne de nouveau, donc ma vie relationnelle se rétrécit. Ma vie relationnelle se rétrécit, donc les groupes me paraissent encore plus étrangers. Nous venons de fabriquer une boucle, et les boucles, en psychologie, sont redoutables parce qu'elles donnent l'impression que notre conclusion était vraie dès le départ. C'est un biais cognitif très humain. Nous cherchons ensuite les preuves qui confirment l'histoire que nous avons déjà choisie. Si tu t'entends dire souvent « je suis comme ça », méfie-toi doucement. Cette phrase peut être une description, mais elle peut aussi être une condamnation à perpétuité. La personnalité est relativement stable, oui, mais elle n'est pas un bloc de granit. Elle est un ensemble de tendances, de sensibilités, d'habitudes, de stratégies et d'apprentissage. Tu peux aimer le calme et développer davantage d'aisance sociale. Tu peux être prudente et apprendre à prendre des risques. Tu peux être très autonome et apprendre à demander. Tu peux être sensible et devenir plus robuste. La neuroplasticité ne te transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle t'aide à élargir la personne que tu es. Une autre femme, appelons-la Nadia, me disait dans un scénario clinique typique: je n'ai plus envie de voir les gens parce qu'ils m'épuisent. J'aurais envie de lui répondre avec un peu d'ironie: tous, même le boulanger? Souvent, quand nous disons les gens,
Nous parlons en réalité de 3 ou 4 relations qui nous ont vidés. Un partenaire critique, une sœur envahissante, une amie qui ne parle que d'elle, des collègues auprès desquels il faut constamment se contrôler. Après des années de surcharge relationnelle, le cerveau fait une généralisation très économique. Relation égale fatigue. Le problème, c'est que cette équation finit par exclure aussi les relations nourrissantes. L'attachement joue également un rôle. Quand tu as connu des liens instables, imprévisibles, critiques ou intrusifs, la proximité peut devenir coûteuse. Une partie de toi la désire, une autre surveille le prix à payer. Tu peux alors préférer rester chez toi non pas parce que tu n'aimes personne, mais parce que chez toi, personne ne peut soudain te demander davantage que ce que tu veux donner. C'est une forme de contrôle. Et le contrôle apaise beaucoup les systèmes d'attachement qui ont appris que l'autre pouvait être une source de sécurité et une source de blessure. Le secret clinique n'est donc pas de te pousser dehors, ce serait simpliste. Il consiste à regarder si ton refuge est choisi ou subi. Une maison choisie est un lieu où tu reviens. Une maison subie est un lieu d'où tu n'oses plus sortir. Même canapé, même plaid, même tisane. Psychologiquement, ce n'est pas du tout la même pièce. Fais un petit exercice. Imagine 3 invitations. Première, un dîner avec 8 personnes que tu connais à peine. Deuxième, une promenade d'1 heure avec une amie que tu aimes et auprès de qui tu n'as rien à prouver. Troisième, une conférence sur un sujet qui te passionne, seul, sans obligation de parler à qui que ce soit. Observe ta réaction corporelle à chacune. Si les 3 te paraissent également insupportables, nous sommes peu être face à un retrait plus global. Si seule la première te fatigue, ta personnalité n'est pas antisociale. Elle peut être simplement sélective et sensible à la surcharge. Il faut aussi parler de la dopamine, parce qu'on la résume souvent de façon caricaturale au neurotransmetteur du plaisir. En réalité, elle participe beaucoup à la motivation, à l'anticipation et à l'apprentissage de ce qui mérite notre effort. Si ta vie à domicile est devenue extrêmement confortable et immédiatement récompensante, séries, téléphone, nourriture, vidéo, achat, message, une sortie réelle demande davantage d'efforts initial pour une récompense moins prévisible. Le canapé, lui, ne te demande jamais si tu as pris du poids. Netflix ne parle pas de politique pendant 27 minutes. Ton cerveau adore les environnements prévisibles. Ce n'est pas de la paresse morale. C'est une économie du comportement, mais ce qui est immédiatement confortable n'est pas toujours ce qui nous rend le plus vivantes. Voilà un des grands pièges de la maturité, confondre absence de stress et présence de sens. Un après-midi calme peut être merveilleux, 18 mois sans nouveauté peuvent devenir un engourdissement. Le bonheur ne consiste pas à supprimer toute tension. Il consiste à tolérer suffisamment de tension pour continuer à grandir sans se trahir. Tu peux tester cela avec une règle que j'appelle volontiers la règle des 20 minutes. Lorsque tu hésites à sortir pour quelque chose que rationnellement tu juges bon pour toi, ne te demande pas d'y rester 3 heures. Dis-toi, j'y vais 20 minutes. Ensuite, je réévalue. Cette permission réduit la sensation d'emprisonnement. Ton cerveau comprend qu'il existe une porte de sortie. Très souvent, après 20 minutes, l'anticipation anxieuse a baissé. Et si tu veux rentrer, tu rentres. Le but n'est pas de réussir une performance sociale. Le but est de ne pas laisser la peur prendre toutes les décisions. À ce stade, peut être que tu te reconnais et que tu te dis « Oui, mais moi, je ne ressens aucune peur. Je n'ai juste plus envie. » Très bien, je te crois. Mais allons un cran plus loin. Depuis quand? Après quoi? Une séparation? Un deuil? Une période de harcèlement? Une retraite? Le départ des enfants? Une maladie? Une prise de poids? Un déménagement? Une amitié qui s'est terminée brutalement? Le désintérêt apparent est parfois une cicatrice qui a appris à ne plus réclamer ce qu'elle pourrait perdre.
Le cerveau est très doué pour transformer une déception en philosophie. Je n'ai besoin de personne. C'est plus élégant que j'ai peur d'être à nouveau déçu. Je préfère ma tranquillité. C'est parfois plus digne que je ne sais plus comment créer du lien. Les gens sont superficiels. C'est plus protecteur que j'ai peur qu'on ne me trouve pas intéressante. Je ne dis pas que ces phrases sont toujours fausses, je dis qu'elles méritent un interrogatoire amical. Prends une feuille et écris. Si je recommençais à sortir un peu plus, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Laisse venir les réponses, même celles qui te semblent enfantines. On pourrait ne pas m'écouter, je pourrais me sentir vieille, je pourrais dépenser de l'argent, on pourrait me poser des questions, je pourrais être fatigué. Puis demande-toi, si cela arrivait, qu'est-ce que j'en conclurais sur moi? C'est là que tu arrives souvent au noyau. Je ne compte pas, je ne plais plus, je suis en retard, je suis seul. Le problème n'était pas la sortie. Le problème était l'histoire identitaire cachée derrière la sortie. C'est exactement le genre de moment où les biais cognitifs se déguisent en réalité objective. Si tu crois que tu ne plais plus, tu vas remarquer les gens qui ne te regardent pas et oublier ceux qui sourient. Si tu crois que tu es devenue ennuyeuse, tu vas analyser chaque silence comme une preuve. Si tu crois que les couples heureux te jugent, tu vas interpréter une question banale comme une enquête policière. Notre cerveau n'est pas un juge neutre. C'est un avocat très créatif au service de nos croyances les plus anciennes. Et pourtant, quelque chose change merveilleusement à partir de 50 ans quand on accepte de le voir. On peut enfin cesser de se présenter au monde comme un dossier de candidature. Tu n'as plus besoin de plaire à toute la salle. Tu n'as même pas besoin de plaire à la moitié. 2 personnes avec lesquelles tu peux respirer valent parfois davantage que 50 contacts où tu te surveilles. Cela, c'est de la maturité relationnelle. Ne collectionne pas les amours toxiques et ne collectionne pas non plus les relations tièdes simplement pour prouver que tu as une vie sociale. Voici une distinction utile. Solitude choisie, isolement subi. La solitude choisie restaure. L'isolement subi érode. Après une soirée seule par choix, tu te sens souvent plus entière. Après des semaines d'isolement par peur, tu peux te sentir plus petite, plus hésitante, moins capable. Le premier état te recharge. Le second réduit progressivement ta tolérance au monde. Si tu veux savoir dans lequel tu te trouves, regarde ton sentiment de liberté. Peux-tu sortir si tu le décides? Peux-tu appeler quelqu'un? Peux-tu accepter une invitation intéressante sans que ton anxiété dirige tout? Si oui, ta solitude est probablement un choix, sinon il y a peut être une porte à rouvrir. Cette porte ne se rouvre pas avec de grands discours. Elle se rouvre par des expériences modestes. Un café de 30 minutes, une promenade, un cours d'essai, une visite au marché, une bibliothèque, une association. Un musée un mardi matin, quand il n'y a pas foule, le cerveau adore les preuves concrètes, il se moque assez royalement de tes résolutions du 1er janvier. Tu peux répéter « je vais reprendre une vie sociale 50 fois ». Une sortie réelle de 25 minutes lui apprend davantage. Je sais que certaines femmes entendent cela comme une injonction. Encore une chose que je dois faire correctement. Non. La vie n'est pas un programme de perfection personnelle. Il n'y a pas de médaille pour celle qui aura optimisé chaque dimanche. Le but est seulement d'éviter que ton univers se rétrécisse sans ton consentement. Si tu veux passer le week-end chez toi à lire, fais-le avec joie. Mais si tu passes le week-end chez toi en regardant les photos des autres et en te disant que ta vie est terminée, alors nous devons arrêter d'appeler cela du repos. Le rapport au regard des autres est central. Beaucoup de femmes disent aimer rester chez elles après une rupture parce qu'elles ne veulent plus se montrer. Le mot est intéressant. Se montrer suppose qu'on devient objet d'évaluation. Or, sortir ne devrait pas être un défilé. Tu n'as pas à être suffisamment mince, suffisamment heureuse, suffisamment bien habillée, suffisamment accompagnée pour avoir le droit de prendre un café dans ta propre ville. Ton existence
n'est pas un événement public à valider. Un exercice cognitif très simple consiste à inverser la caméra. Lorsque tu entres quelque part et que tu imagines que tout le monde te regarde, demande-toi: combien de personnes suis-je moi-même en train d'évaluer sévèrement? Généralement, très peu. La plupart des gens pensent à leurs cheveux, à leur téléphone, à leurs factures, à leur enfant, à leurs genoux, à la personne qui ne répond pas à leur message. C'est une excellente nouvelle. Tu n'es pas le centre du monde. Psychologiquement, c'est très reposant. Ce qui me fascine avec l'âge, c'est que nous pouvons devenir à la fois plus libres et plus prudentes. Plus libres parce que nous connaissons mieux nos goûts. Plus prudentes parce que nous savons mieux ce qui fait mal. Cette prudence devient problématique quand elle s'étend à tout. Une relation nous a déçus, donc nous évitons les nouvelles relations. Une soirée nous a humiliés, donc nous évitons les groupes. Un homme nous a manipulés, donc nous interprétons chaque intérêt comme une menace. Se détacher n'est pas se désintéresser. Se détacher, c'est rester capable de lien sans remettre sa valeur personnelle entre les mains de l'autre. L'amour sain fonctionne de la même manière, il ne te demande pas d'être constamment disponible, il ne transforme pas ton besoin de calme en accusation, il ne t'oblige pas à sortir tous les samedis pour prouver que tu es vivante. Mais il ne devrait pas non plus servir d'alibi à deux personnes qui ont peur du monde et appellent cela une relation fusionnelle. Un couple peut être très casanier et très ouvert psychologiquement. Il peut aussi être enfermé à deux. C'est pas le nombre de restaurants qui fait la santé d'un lien. C'est la liberté de chacun d'exister à l'intérieur et à l'extérieur du couple. Si tu as souvent entendu, tu es trop sensible, tu as peu, être appris à réduire les stimulations pour te protéger. Trop de bruit, trop de conversations, trop de conflits, trop de demandes. Certaines personnalités ont une sensibilité sensorielle et émotionnelle plus élevée. Elles perçoivent davantage de détails, réfléchissent plus longtemps, récupèrent plus lentement après une interaction intense. Le problème n'est pas de respecter cette sensibilité. Le problème serait d'en conclure que tu ne peux plus rien supporter. Sensible ne veut pas dire cassable. Imagine un système audio. Si ton volume interne est réglé plus haut, tu n'as pas besoin d'ajouter autant de bruit extérieur pour sentir que quelque chose se passe. Cela explique pourquoi une soirée calme peut être riche pour toi alors qu'une autre personne la trouverait vide. C'est une différence de seuil, pas une hiérarchie morale. L'extraverti n'est pas plus vivant, l'introverti n'est pas plus profond. Ce sont des caricatures flatteuses pour chacun. La vraie question reste, ton mode de vie te permet-il d'aimer, d'apprendre, de te sentir utile, de ressentir de la curiosité et de rester suffisamment souple? Je voudrais te proposer un mini-test sans score, parce que nous avons déjà assez de formulaires dans la vie. Lorsque tu imagines les 3 prochains mois avec exactement la même quantité de sorties qu'aujourd'hui, que ressens-tu? Du soulagement, de la satisfaction ou une petite tristesse? Si une tristesse apparaît, ne la balayez pas. Elle peut signaler qu'une partie de toi veut davantage de monde, mais qu'une autre partie a peur du coût émotionnel. Le travail n'est alors pas de forcer la partie qui a peur, c'est de lui donner des expériences plus sûres. La sécurité relationnelle se construit rarement dans les grandes déclarations, elle se construit dans des détails. Quelqu'un respecte ton nom, ne se moque pas de ta fatigue, ne te punit pas parce que tu rentres tôt, ne transforme pas ton silence en procès, accepte que tu sois parfois présente sans être brillante. Un attachement plus sécure naît souvent de ces micro-expériences répétées. Ton système nerveux découvre que la proximité n'exige pas la disparition de soi. Pour certaines femmes, le refus de sortir cache justement une longue histoire de suradaptation. Pendant des décennies, elles ont été la personne qui organise, écoute, aide, conduit, cuisine, appelle, rassure. Puis elles atteignent un point où toute invitation ressemble à une nouvelle demande. Leur personnalité n'est pas devenue asociale, elle est en grève.
Et une grève psychologique a parfois une fonction saine, elle oblige à renégocier les conditions de travail émotionnel. Si c'est ton cas, ne te précipite pas vers plus de vie sociale. Commence par de meilleures frontières. Réponds moins vite. Dis « Je ne peux pas sans rédiger une thèse de doctorat ». Propose une durée. Je passe 1 heure. Choisis les personnes après lesquelles tu ne dois pas dormir 2 jours. Apprends à quitter une conversation qui devient méprisante. L'autonomie n'est pas l'absence de lien, c'est la capacité à rester toi-même dans le lien. Et voilà une idée qui dérange souvent. Parfois on ne sort plus parce qu'on n'aime plus la version de soi qu'on devient dehors. À la maison, tu es tranquille, libre, naturel. Avec certaines personnes, tu redeviens la femme qui rit quand elle n'en a pas envie, qui minimise ses succès, qui tolère des remarques, qui dit oui, qui explique trop. Évidemment que ton canapé te paraît plus attirant. Il ne te demande pas de te trahir. Dans ce cas, le problème n'est pas de sortir. Il est de sortir sans abandonner ta colonne vertébrale psychologique. Et c'est cette phrase avant une prochaine rencontre. Je n'ai rien à prouver, rien à vendre et rien à réparer. 3 fois, lentement. Ce n'est pas magique, mais cela oriente ton attention. Tu entres alors moins comme une candidate qui espère être acceptée et davantage comme une adulte qui observe si cet endroit lui convient aussi. Les femmes qui ont connu des relations toxiques développent parfois une vigilance très fine. Elles lisent les changements de ton, les silences, les incohérences. Cette vigilance a pu être utile. Elle les a aidées à survivre émotionnellement, mais une compétence de survie peut devenir épuisante lorsqu'elle reste activée partout. Dans un dîner, tu n'écoutes plus seulement la conversation. Tu analyses. Qui me juge? Qui ment? Qui est jaloux? Pourquoi a-t-elle dit ça? Ton système nerveux travaille en heures supplémentaires? Bien sûr que tu préfères rentrer. La sortie saine commence alors avant la sortie. Réduire la mission. Tu n'as pas à détecter toutes les intentions. Tu n'as pas à prévoir toutes les blessures. Tu peux te donner une consigne plus petite. Je vais observer ce qui me fait du bien, pas ce qui est dangereux. Ce qui fait du bien, c'est un entraînement attentionnel. Au début, ton cerveau reviendra naturellement aux menaces, parce qu'il est conçu pour cela. Mais avec la répétition, tu crées un autre chemin. Voilà la neuroplasticité sans robe de laboratoire. Déplacer un peu la lampe de poche de ton attention. Je veux aussi parler de la honte sociale qui accompagne parfois les périodes de retrait. Tu commences à moins sortir, puis tu te dis que tu n'as plus rien à raconter, alors tu sors encore moins. Plus tard, quelqu'un te demande « Quoi de neuf ?» et tu paniques intérieurement comme si tu devais présenter le bilan annuel d'une multinationale. Respire. Rien de spectaculaire, je traverse une période calme est une réponse parfaitement adulte. Ta vie n'a pas besoin d'un teaser. Il n'existe aucune règle selon laquelle chaque année doit être passionnante. Certaines années construisent, certaines guérissent, certaines réparent, certaines sont pleines de nouveautés. D'autres apprennent simplement à ne plus courir derrière ce qui nous abîme. Le danger n'est pas le calme. Le danger est de transformer le calme en disparition. Comment sais-tu que tu disparais un peu? Quand tu ne proposes plus rien, même aux gens que tu apprécies. Quand tu refuses par réflexe avant de vérifier ton envie. Quand tu inventes des raisons alors qu'un simple non merci suffirait. Quand tu ressens de la honte, si quelqu'un sonne à l'improviste, quand ton monde devient de plus en plus prévisible et que toute perturbation te paraît énorme. Quand tu regardes la vie davantage que tu ne la touches. Il faut être nuancé.
Le retrait peut aussi apparaître pendant des périodes de dépression, d'épuisement ou d'anxiété importante. Si tu remarques une perte d'intérêt généralisée, un sommeil très perturbé, une tristesse persistante, des idées noires ou une incapacité à fonctionner comme d'habitude, ce n'est pas une question de personnalité à régler avec 2 exercices de respiration. Il est alors important de consulter un professionnel de santé. La psychologie sérieuse commence aussi par savoir quand une vidéo ne suffit pas. Mais si nous sommes dans le domaine des habitudes, des peurs modérées et des choix de vie, alors la marge de manœuvre est grande. Le cerveau adulte reste capable d'apprendre. Il n'a pas reçu un courriel à 50 ans lui annonçant la fermeture définitive du service des nouveautés. Tu peux créer de nouvelles associations, sortir égale liberté, rencontrer égale curiosité, dire non égale sécurité, rentrer tôt égale autorisation, être seul égale choix et non punition. Tu vois comme les mots comptent? Je dois sortir davantage. Produit immédiatement une résistance. Je veux garder mon monde ouvert et différent. Il faut que je voie du monde. Sonne comme une prescription. Je choisis une expérience vivante par semaine et concret. Notre cerveau coopère mieux avec les objectifs qui respectent l'autonomie. Et c'est donc, pendant 7 jours, une seule expérience vivante qui se passe hors de chez toi et qui n'a pas pour but de performer socialement. Acheter des fleurs au marché, marcher dans un quartier où tu ne vas jamais, prendre un café seul avec un livre, visiter un lieu, appeler une amie et proposer 20 minutes de promenade. Le critère n'est pas est-ce que j'ai été brillante, le critère est est-ce que j'ai gardé ma liberté. Il y a aussi la question du statut. Après une séparation ou un veuvage, certaines femmes évitent les sorties parce que le monde social leur envoie une catégorie qu'elles n'ont pas encore apprivoisée, seule. Un dîner de couple peut devenir un miroir brutal. On se sent comme une chaise en trop. Alors on préfère rester chez soi, où personne ne nous rappelle ce changement. C'est humain. Mais si tu évites longtemps tous les miroirs, tu ne construis jamais une nouvelle image de toi. L'identité après une rupture ne se reconstruit pas uniquement par la réflexion, elle se reconstruit dans des lieux, des gestes, des conversations, des décisions. Tu vas seul quelque part et tu découvres que tu ne meurs pas. Mieux, tu peux même apprécier. Tu entres dans un restaurant et tu comprends que personne n'a convoqué une réunion pour analyser ton statut sentimental. Tu parles à une nouvelle personne et tu te rends compte que ton passé n'est pas écrit sur ton front. Ce sont de petites expériences, mais elles produisent de grandes mises à jour intérieures. L'amour rationnel intervient ici encore. Aimer sainement, ce n'est pas chercher quelqu'un pour remplir toutes les soirées. C'est construire une vie qui ne s'effondre pas quand l'autre n'est pas disponible. Une relation solide ajoute du lien à une identité existante. Elle ne doit pas devenir le seul passeport qui t'autorise à sortir, voyager, dîner, rire ou découvrir quelque chose. Paradoxalement, plus tu peux être bien seul, plus tu peux choisir l'autre au lieu de l'utiliser comme anesthésiant. Et plus tu peux sortir seul, plus tu peux entrer dans une relation sans demander à l'autre de te réintroduire dans la vie. C'est une forme de puissance discrète. Pas la puissance qui pose des citations sur Instagram, la puissance qui commande son café sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Je pense aussi à ces femmes qui disent j'ai fait le tour des gens. La phrase me fait sourire. L'humanité entière est donc officiellement terminée, dossier classé, peut être ou peut être, as-tu fait le tour d'un certain type de relation? Toujours les mêmes conversations, toujours les mêmes rôles, toujours les mêmes lieux. Si ton monde social t'ennuie, ce n'est pas forcément parce que tu es devenu antisocial. Il est possible que ton cerveau réclame de la nouveauté qualitative. Essaie de changer le contexte plutôt que la quantité. Si les dîners te fatiguent, marche. Si les groupes t'épuisent, vois une personne. Si les conversations superficielles t'ennuient, rejoins une activité centrée sur un intérêt. Si les soirées tardives te coûtent trop, privilégie le matin.
Si les relations où tout repose sur toi te vident, cherche des liens plus réciproques, la personnalité s'exprime mieux quand l'environnement lui correspond. À ce moment de la vidéo, demande-toi quelque chose de plus intime. Quand tu fermes ta porte le soir, est-ce que tu te sens protégé ou abandonné? Ne réponds pas trop vite. Une même pièce peut contenir ces deux sensations à quelques heures d'intervalle. Protégé à 10 à 9 heures, abandonné à 23, nous ne sommes pas cohérents 24 heures sur 24. Et heureusement, ce serait épuisant. Si tu ressens parfois l'abandon, ne le transforme pas en accusation contre toi, le besoin de lien n'annule pas ton autonomie, nous sommes des êtres sociaux. Même les plus introvertis ont besoin d'attachement, de reconnaissance et d'appartenance. Le cerveau humain s'est développé dans la relation. Vouloir de la présence n'est pas une faiblesse. Le problème commence quand nous acceptons n'importe quelle présence pour éviter le vide. C'est ici que ne collectionne pas les amours toxiques devient plus qu'une formule. La solitude peut devenir si inconfortable qu'on retourne vers une relation qui nous abîme simplement pour sentir quelque chose. Puis, après cette relation, on se jure de ne plus sortir, de ne plus rencontrer, de ne plus aimer. C'est la logique du pendule, trop de proximité, puis fermeture totale. L'objectif n'est ni la fusion, ni la forteresse. C'est la porte avec une poignée de ton côté. Une patiente fictive composite, que j'appellerais Élodie, avait 62 ans. Après une relation très contrôlante, elle ne voulait plus que personne entre dans sa vie. Elle avait associé la proximité à la perte de liberté. Nous avons reformulé son objectif, pas refaire confiance aux hommes. Trop grand, trop abstrait. Son objectif est devenu rester libre pendant que quelqu'un s'approche. Cette phrase a changé sa manière de penser. Elle n'avait plus à choisir entre amour et autonomie. C'est cela que j'appelle un attachement plus sécure. Je peux me rapprocher sans me dissoudre, m'éloigner sans punir, demander sans exiger, dire non sans menacer le lien. À partir de là, sortir, rencontrer ou accepter une invitation cesse d'être un risque identitaire. Tu peux simplement voir ce qui se passe. Et regarde bien la différence entre curiosité et attente. Si tu sors en pensant il faut que cette soirée soit réussie, tu crées une pression. Si tu sors en pensant je vais voir ce que cette soirée contient, ton cerveau devient explorateur. La curiosité est une excellente antidote au perfectionnisme social. Elle ne demande pas que tout soit agréable. Elle demande seulement que quelque chose soit observé. Il y a un autre phénomène intéressant. Plus nous restons longtemps dans un environnement contrôlé, plus notre seuil de tolérance à l'imprévu peut baisser. Un retard, du bruit, un changement de table, une conversation inattendue deviennent irritants. Ce n'est pas parce que le monde est devenu objectivement insupportable, c'est parce que nous sommes habitués à une très grande prévisibilité. Comme un muscle qui n'est plus sollicité, la flexibilité comportementale diminue lorsqu'on ne l'utilise pas. Tu n'as pas besoin de devenir spontané du jour au lendemain. Entraîne l'imprévu en petite dose, prends une autre rue, va dans un café différent, dis oui à une invitation courte. Laisse quelqu'un choisir le restaurant. Reste 5 minutes de plus que prévu. Ou, au contraire, pars quand tu en as envie, même si d'habitude tu restes pour faire plaisir. La flexibilité, c'est pas supporter davantage, c'est avoir davantage d'options. Je voudrais maintenant toucher un point plus douloureux. Certaines femmes restent chez elles parce qu'elles ne se sentent plus désirables. Elles ont vieilli, changé, traversé la ménopause, pris ou perdu du poids, vécu une opération, vu leur corps se transformer. Sortir devient une exposition. Elles ne se disent pas nécessairement « je me déteste », elles disent « je suis mieux chez moi » et peut être qu'elles le sont. Mais parfois, mieux veut simplement dire moins confronté à mon propre jugement. Lorsque tu te regardes avant de sortir, qui parle dans ta tête? Toi, aujourd'hui? Une mère critique? Un ex? Une norme sociale? Une version de toi à 30 ans? Si tu compares ton visage actuel à ton visage passé,
Tu joues un match impossible. Le passé ne vieillit plus. Toi, oui. Et c'est précisément la preuve que tu es en vie. Un micro-exercice avant de choisir tes vêtements, interdiction de poser la question est-ce que ça me rajeunit, pose plutôt est-ce que je me sens présente dans ce vêtement. Présente, pas mince, pas jeune, pas parfaite, présente. Ce glissement semble minuscule, mais il déplace le centre de gravité de l'apparence vers l'expérience. L'estime de soi mature n'est pas l'illusion de se trouver magnifique tous les matins. C'est la capacité à ne pas suspendre sa journée à ce jugement. Tu peux ne pas aimer tes cheveux aujourd'hui et aller déjeuner, tu peux te sentir un peu lourde et marcher au soleil, tu peux constater une ride sans annuler ton rendez-vous. Voilà la liberté. Le miroir donne une information, pas une autorisation. Je remarque souvent que le monde social devient plus facile quand nous cessons de chercher à y être validés. Tu peux entrer dans une pièce en pensant est-ce qu'on va m'aimer ou est-ce que j'aime l'énergie de cet endroit. La première question te met en position d'examen. La seconde te rend du discernement. Et le discernement est un des grands privilèges de l'âge quand on accepte de l'utiliser. À 55 ans, tu as le droit de ne plus donner 3 soirées par mois à des personnes qui te laissent épuiser. Tu as aussi le droit de reconnaître qu'une partie de toi utilise cette sélection comme excuse pour ne voir absolument personne. La sagesse n'est pas un extrême. Elle tient souvent dans une phrase un peu moins spectaculaire, je choisis mieux et je continue à choisir. Si tu n'aimes jamais sortir, ta personnalité peut donc révéler une forte autonomie, une sensibilité à la stimulation, une préférence pour la profondeur, un besoin de récupération, une vie intérieure riche. Ce sont des possibilités, mais elle peut aussi révéler une peur du jugement, une blessure d'attachement, une perte d'élan, un perfectionnisme social, une fatigue relationnelle, une habitude d'évitement. Le comportement seul ne suffit jamais à conclure. Voilà pourquoi les tests simplistes en ligne me font sourire. 4 questions. Et soudain, on connaît ton âme. Même Freud aurait demandé un café. Ce que nous cherchons, c'est la fonction. À quoi sert ton retrait ? À te ressourcer ? À te protéger d'un environnement vraiment mauvais ? À éviter une émotion ? À contrôler l'imprévu ? À ne pas risquer la comparaison ? À ne pas éprouver le désir d'être aimé? Une fois la fonction identifiée, tu peux décider si tu veux conserver la stratégie ou l'assouplir. J'aimerais que tu observes également le langage de ton corps. Avant une sortie souhaitée, une légère activation est normale. Le cœur accélère un peu, tu hésites, tu as envie de rester confortable. Cela ne signifie pas nécessairement danger. Notre système nerveux confond parfois nouveau et menaçant. Apprendre à tolérer cette activation sans immédiatement annuler est une compétence. Tu peux dire « mon corps se prépare, il ne prédit pas l'avenir ». Cette phrase est utile parce qu'elle sépare sensation et prophétie. Je suis tendu n'est pas ça va mal se passer. Je suis fatigué n'est pas je ne supporterai rien. Je me sens maladroite n'est pas je suis ridicule. Les biais cognitifs adorent coller une histoire définitive sur une sensation passagère. Notre travail consiste à décoller doucement l'étiquette. Et quand une sortie se passe mal, très important, ne transforme pas un échec en identité. Tu t'ennuies, quelqu'un est lourd, tu regrettes d'être venu, très bien, cela arrive. La liberté inclut aussi le droit de faire une expérience médiocre. Si tu avais mangé un mauvais plat dans un restaurant, tu n'en conclurais pas. Je ne mangerai plus jamais à l'extérieur. Enfin, j'espère. Fais la même chose avec les relations. Après chaque expérience sociale, évite le procès de 3 heures dans ta tête. Pas de rediffusion image par image. Pose seulement 3 questions. Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui m'a coûté? Qu'est-ce que j'ajusterai la prochaine fois? C'est une analyse fonctionnelle, pas une autopsie de ta personnalité.
Certaines femmes ont besoin d'une stratégie de récupération consciente. Elles sortent, apprécient, puis ont besoin de calme le lendemain. Très bien, planifie-le. Ton tempérament n'a pas besoin d'être vaincu, il a besoin d'être géré intelligemment. Si tu sais qu'un dîner te coûte beaucoup, ne programme pas 3 engagements dans la même journée. L'amour rationnel de soi inclut aussi la logistique. C'est moins poétique que suivre son cœur, mais ça évite beaucoup de crises inutiles. Le romantisme nous a souvent appris qu'aimer signifie vouloir tout faire ensemble. C'est faux. Un attachement sain tolère la différence de rythme. L'un veut sortir, l'autre veut rester. Le couple négocie sans interpréter automatiquement ce désaccord comme un manque d'amour. Tu ne veux pas venir, donc tu ne m'aimes pas, est une équation émotionnelle enfantine. Adultes, nous pouvons dire j'aimerais que tu viennes, mais je comprends que tu aies besoin de calme. Et l'autre peut parfois dire ce n'est pas mon envie naturelle, mais je viens parce que cette soirée compte pour toi. Voilà l'amour rationnel, de la liberté, plus un peu d'effort choisi. Se détacher n'est pas se désintéresser. Je le répète, parce que beaucoup de femmes ont été entraînées à croire que poser une limite est une forme de froideur. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas répondre immédiatement. Tu peux apprécier tes amis et refuser un week-end. Tu peux être une mère aimante et ne pas être disponible 24 heures sur 24. Tu peux être en couple et passer une soirée seule. Le lien n'a pas besoin de surveillance permanente pour être réel. À l'inverse, se protéger ne doit pas devenir une religion. J'entends parfois je protège ma paix pour justifier la suppression de toute conversation difficile. C'est séduisant, mais si ta paix dépend du fait que personne ne te contredise, ce n'est pas de la paix, c'est un environnement contrôlé. Une paix solide peut traverser un désaccord, une invitation, un refus, un moment d'inconfort. Elle n'est pas faite de verre, peut être que tu sens maintenant quelque chose de plus profond que la question initiale. Nous ne parlons plus vraiment de sortie, nous parlons de la taille que tu autorises à ta vie. Et parfois, après des années à être forte, disponible, déçue, responsable, tu as réduit cette taille pour enfin respirer. Je comprends cela. Il y a des retraits qui sauvent. Il y a des périodes où fermer la porte est une façon de récupérer son âme, mais une porte qui t'a sauvé hier peut t'enfermer demain si tu oublies qu'elle s'ouvre dans les deux sens. Ce que tu ressens en ce moment peut être cette reconnaissance, cette fatigue d'avoir porté beaucoup trop longtemps le rôle de celle qui gère tout. C'est exactement pour cela que j'ai conçu Brisé par Design. C'est un e-book que tu peux télécharger dès aujourd'hui depuis la description ou depuis le commentaire épinglé. Je ne l'ai pas pensé comme une collection de réponses toutes faites, mais comme un accompagnement pour mettre de l'ordre dans ce qui t'a construite, ce qui t'a blessé et ce que tu veux désormais choisir. Si cette vidéo touche une zone sensible, le guide te permet de continuer le travail à ton rythme, sans bruit, sans spectacle, semaine après semaine. Revenons à toi. Suppose que tu réalises que ton retrait est devenu trop important. Le réflexe classique serait de construire un plan ambitieux. 2 sorties par semaine, sport, association, dîner et voyage. Mauvaise idée si ton système nerveux est déjà sur la défensive. Il va interpréter le programme comme une invasion. Nous allons préférer l'exposition graduelle, un principe très classique en thérapie comportementale. Commencer par une difficulté modérée, la répéter, laisser le cerveau apprendre qu'elle est tolérable, puis élargir, fais une échelle de 0 à 10, 0 ouvrir la fenêtre, 10 aller seul à une grande fête où tu ne connais personne, place plusieurs situations entre les deux, peut être qu'un café avec une amie vaut 3, un marché seul vaut 2, un cours collectif vaut 6, choisis un 3 ou un 4, pas un 9. Le courage n'est pas de se traumatiser volontairement. Le courage,
c'est de faire un pas assez petit pour être répété. La répétition compte davantage que l'intensité. Une promenade hebdomadaire avec quelqu'un peut modifier davantage ton sentiment de connexion qu'un grand week-end social tous les 6 mois. Le cerveau apprend par fréquence. La confiance aussi. C'est très injuste pour nos grands élans héroïques, je sais. Nous préférerions qu'une décision spectaculaire règle tout. Mais la psychologie aime les gestes ordinaires. Si tu es célibataire et que tu souhaites rencontrer quelqu'un, cette logique devient essentielle. Ne transforme pas chaque sortie en chasse aux partenaires. C'est épuisant et cela déforme ton attention. Réapprends d'abord à être dans le monde. Un café, une activité, une conversation. Quand chaque homme devient immédiatement un candidat potentiel, ton système d'évaluation se met en marche, trop vieux, trop silencieux, pas assez cultivé, sûrement indisponible, ressemble à mon ex. Tu ne rencontres plus une personne, tu fais du tri de CV émotionnel. L'amour sain commence souvent par une capacité très simple, voir l'autre tel qu'il est, avant de décider ce qu'il pourrait devenir pour toi. Et cela demande du temps, de la curiosité, une tolérance à l'incertitude. Si tu as été blessé et tu voudras peu, être des garanties immédiates, elles n'existent pas. La sécurité adulte n'est pas la certitude que personne ne te blessera. C'est la confiance que, si quelque chose ne te convient pas, tu sauras te protéger sans te perdre. Voilà une phrase à garder. Je n'ai pas besoin de savoir aujourd'hui où cette relation ira. J'ai seulement besoin de savoir comment je me sens dans la prochaine étape. C'est une façon de réduire la pression. Tu n'épouses pas quelqu'un parce que tu prends un café. Tu ne signes pas un contrat parce que tu acceptes une promenade. Le cerveau anxieux adore sauter de la première interaction aux futures catastrophes. Ramène-le au prochain mètre. Il y a aussi les amitiés. À la maturité, elles demandent parfois plus d'intention. Les vies sont pleines, les enfants, les parents âgés, le travail, les distances. Si tu attends que les liens se maintiennent spontanément, certains vont s'effacer, c'est pas toujours un rejet, c'est parfois juste de l'inertie. Proposer une date n'est pas mendier de l'affection. Envoyer ça te dirait un café mardi est un acte simple de participation à ta propre vie. Si la personne refuse 3 fois sans jamais proposer autre chose, tu as une information, tu n'as pas une condamnation de ta valeur. C'est encore un point central, transformer les comportements des autres en données plutôt qu'en verdict. Elle ne répond pas, données. Il annule, données. Elle te critique constamment, données. Il respecte tes limites, données. Quand tu apprends à traiter ces éléments comme des informations, tu évites beaucoup de scénarios inutiles. Le biais de personnalisation nous pousse à croire que tout parle de nous. Un ami est distant, j'ai fait quelque chose. Une collègue est froide, elle ne m'aime pas. Un homme ne rappelle pas, je ne suis plus attirante. Parfois, oui, une relation change, mais souvent les autres vivent dans leur propre film. Tu n'es pas responsable de tous les scénarios secondaires. Cette compréhension rend le monde extérieur moins dangereux. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque réaction si tu cesses de croire que chaque réaction définit ta valeur. C'est probablement l'un des plus beaux effets d'une estime de soi plus stable. Tu récupères de l'énergie, tu peux sortir, parler, rencontrer, puis rentrer sans refaire la conversation 100 fois. Et si quelqu'un te juge, j'ai une mauvaise nouvelle, cela arrivera à toi, à moi, à tout le monde. Quelqu'un te trouvera trop calme, une autre trop indépendante, une troisième trop âgée pour ceci ou trop jeune pour cela. Il n'existe pas de comportement qui empêche le jugement. Chercher à l'éviter revient à organiser toute sa vie autour d'un objectif impossible. Le meilleur antidote n'est pas de devenir indifférente. Nous sommes humains, le regard compte. L'antidote consiste à hiérarchiser les regards. Qui mérite un droit de vote dans ta tête? Une personne qui t'aime, te connaît, te respecte et dont tu apprécies les valeurs peut être. Un inconnu qui fait une remarque en passant
aucun mandat électif. Fais la liste de 5 personnes dont l'opinion compte réellement, 5 maximum. Tu verras peut être qu'une grande partie de ton anxiété sociale est produite par un électorat imaginaire. Nous donnons parfois le pouvoir à des gens dont nous ne demanderions même pas conseil pour choisir une salade. Ce travail modifie aussi la manière dont tu interprètes ton besoin de rester chez toi. Au lieu de dire « je suis devenu sauvage », tu peux dire « j'ai besoin de calme et je veux garder une capacité de mouvement ». Cette phrase contient 2 vérités au lieu d'une. Elle respecte ton tempérament sans sanctifier l'évitement. Je voudrais maintenant parler de plaisir. Beaucoup d'adultes sérieux ont développé une vie faite de devoirs et de récupération des devoirs. On travaille, on aide, on gère, puis on reste chez soi parce qu'on est épuisé d'avoir géré. Le plaisir disparaît entre les deux. Or, une sortie ne doit pas forcément être une obligation sociale. Elle peut être un acte sensoriel, voir une exposition, sentir l'air du soir, écouter un concert, marcher près de l'eau, manger quelque chose de bon, observer des gens. Si tu as perdu l'envie de sortir, demande-toi si tu as aussi perdu l'autorisation du plaisir gratuit. Pas utile, pas productif, pas bon pour la santé, juste agréable. Une femme qui a passé des décennies à s'occuper des autres peut ressentir une étrange culpabilité devant un après-midi qui ne sert à rien. Cette culpabilité est parfois le véritable obstacle. Le plaisir rééduque le cerveau à anticiper autre chose que la fatigue. Si chaque sortie est un repas de famille compliqué, évidemment que la dopamine ne saute pas de joie à l'idée de quitter la maison. Ajoute des expériences où personne ne te demande rien. Ton cerveau a besoin de nouvelles associations. Dehors peut aussi signifier liberté. Et puis il y a la dimension du temps. À mesure qu'on avance en âge, nous sentons davantage qu'il est limité. Cela peut produire 2 réactions opposées. Certaines femmes veulent tout faire, d'autres veulent réduire à l'essentiel. Les 2 peuvent être saines. Ce qui m'intéresse, c'est si ta réduction est vivante. As-tu éliminé le bruit pour entendre mieux ce qui compte? Ou as-tu éliminé aussi ce qui pourrait encore te surprendre? Imagine ta vie comme une maison avec plusieurs fenêtres. Le calme ferme certaines fenêtres pour que tu puisses te reposer. La peur les condamne avec des briques. De l'intérieur, au début, la différence est faible, moins de bruit. Quelques années plus tard, la lumière n'entre plus. Voilà pourquoi je ne te demande pas de sortir plus. Je te demande de vérifier tes fenêtres. Un signe très positif est la capacité à changer d'avis. Tu refuses une invitation, puis 2 heures plus tard tu te dis finalement j'ai envie et tu y vas. Ou tu acceptes, puis tu réalises que tu es épuisé et tu annules sans te torturer. La flexibilité émotionnelle vaut souvent davantage que le nombre de oui. Une personnalité saine n'est pas rigide dans sa définition d'elle-même. Si tu dois constamment justifier ton besoin de calme auprès de ton entourage, il se peut aussi que le problème soit autour de toi. Certaines familles tolèrent mal la différenciation. Quand une femme commence à dire non, tout le système proteste. Tu as changé. Oui. Parfois, changer signifie simplement cesser d'être disponible gratuitement. Mais ne confonds pas limite et punition. Dire « je ne viens pas parce que je suis fatigué » est une limite. Dire « je ne viendrai plus jamais puisque personne ne me comprend » est souvent une punition enveloppée dans une limite. L'une protège, l'autre cherche à faire ressentir quelque chose aux autres. L'amour rationnel examine aussi nos motivations moins flatteuses. Nous avons tous des comportements passifs-agressifs, des petites manœuvres, des silences stratégiques. La maturité n'est pas de prétendre être au-dessus de cela. C'est de le voir plus vite. Si tu restes chez toi pour que quelqu'un remarque ton absence, demande-toi ce que tu voudrais réellement dire. Peut être je me sens négligé. J'aurais voulu être invité autrement. J'ai besoin que tu fasses un pas
vers moi. Une phrase claire vaut mieux qu'un retrait mystérieux que personne ne comprend. À l'inverse, si quelqu'un utilise ton retrait pour te culpabiliser, observe le signal. Une personne saine peut être déçue sans te punir. Elle peut dire « tu vas me manquer » sans dire « tu ne fais jamais d'efforts ». Les mots ressemblent parfois, l'intention relationnelle est différente, l'un exprime un besoin, l'autre attaque ton identité. Il est important, surtout après des relations toxiques, de reconstruire un détecteur de respect plus qu'un détecteur de charme. Le charme attire. Le respect sécurise. Si tu recommences à sortir et à rencontrer, demande-toi moins « est-ce qu'il me plaît énormément ?» et davantage « est-ce que je peux rester moi-même en sa présence ?» L'excitation n'est pas un certificat de compatibilité. Parfois, elle est même le bruit de nos vieux schémas qui reconnaissent quelque chose de familier. Un attachement anxieux peut confondre incertitude et passion. Quelqu'un répond de manière irrégulière et la dopamine s'emballe précisément parce que la récompense est imprévisible. Le cerveau adore parfois les machines à sous relationnel. Un message arrive, soulagement, puis silence, manque, puis message, euphorie. Ce rythme peut sembler intense, il n'est pas forcément profond. Voilà pourquoi l'amour sain peut paraître presque trop calme au début à une personne habituée aux montagnes russes. Il répond, il respecte, il ne disparaît pas pour créer du désir. Il ne te donne pas 3 jours d'angoisse pour 1 heure de bonheur. Et une femme qui réapprend cela peut avoir besoin de sorties simples, de rencontres lentes, d'un espace où son système nerveux découvre qu'un lien peut exister sans drame. Si tu t'es retiré du monde après ce type de relation, ne te juge pas. Ton système a peu être fait ce qu'il savait faire, réduire les risques. Mais le prochain chapitre ne doit pas être écrit uniquement par la blessure précédente. Tu peux garder les leçons sans garder la prison. Je te propose un exercice de réécriture. Écris 3 phrases, à cause de ce que j'ai vécu, j'ai appris que, puis transforme chacune en grâce à ce que j'ai compris, désormais je choisis de. Par exemple, j'ai appris qu'on ne peut faire confiance à personne, devient désormais je choisis de donner ma confiance progressivement en regardant les actes. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est une formulation plus précise et plus utile. La précision est une forme de liberté. Personne ne me comprend, enferme. 2 personnes importantes n'ont pas compris ce dont j'avais besoin cette année. Ouvre une possibilité. Je déteste sortir, enferme. Les grands groupes tardifs me fatiguent, mais j'aime les rencontres calmes, précises. Je ne veux plus d'hommes enferme. Je ne veux plus de relations dans lesquelles je dois me diminuer. Protège réellement. Écoute les absolus, toujours, jamais, personne, tout le monde. Ils sont souvent les marteaux de nos biais cognitifs. Parfois ils sont vrais, bien sûr. Si personne n'est venu à ton anniversaire, personne n'est venu. Mais dans les récits émotionnels, ils simplifient souvent une réalité plus nuancée, et une réalité nuancée offre davantage de chemin. Tu peux donc aimer, ne presque jamais sortir et avoir une personnalité parfaitement équilibrée si ta vie contient du lien, du mouvement, de la curiosité, du sens et du choix. Tu peux aussi sortir 4 fois par semaine et être profondément seul. Le nombre de portes franchies n'est pas une mesure de santé mentale. Ce qui compte, c'est la qualité de présence à soi et aux autres. Certaines personnes utilisent l'agitation pour éviter de se rencontrer elles-mêmes. Elles remplissent chaque soirée, chaque week-end, chaque silence. Leur peur n'est pas de sortir, c'est de rentrer. Alors, avant de t'envier les vies sociales très visibles, rappelle-toi que nous ne savons pas toujours ce que le bruit recouvre. Ton calme peut être une richesse, à condition qu'il ne soit pas imposé par la peur. Je trouve d'ailleurs qu'une femme qui sait être seule possède un avantage relationnel énorme. Elle peut partir.
Cela change tout. Elle ne reste pas parce qu'elle ne supporte pas le vide. Elle ne tolère pas l'humiliation pour avoir quelqu'un le samedi. Elle ne collectionne pas les amours toxiques comme des preuves qu'elle est encore désirable. Sa solitude est un sol, pas un gouffre. Mais pour que ce sol reste solide, il faut aussi y planter quelque chose, des projets, des liens choisis, des apprentissages, un corps en mouvement, de la beauté, une activité qui ne dépend pas du couple, une curiosité. La solitude devient dangereuse lorsqu'elle ne contient plus rien d'autre que l'absence des autres. Regarde ta semaine, où est le vivant, pas le devoir, le vivant. Une conversation où tu te sens comprise, une musique, un livre, une marche, une activité créative, un rire, une nouveauté. Si tu ne trouves rien, le problème n'est pas que tu ne sors pas. Le problème est que ton système n'est plus suffisamment nourri. Cette distinction évite les solutions superficielles. Dire à une femme épuisée sors davantage peut être absurde. Peut être qu'elle a besoin de dormir, de réduire une relation toxique, de traiter une anxiété, de retrouver un désir, d'obtenir de l'aide. Le comportement visible est la pointe de l'iceberg. Je me méfie des conseils qui traitent les pointes. À l'autre extrême, dire écoute-toi toujours peut être tout aussi naïf. Si j'avais toujours écouté la partie de moi qui préfère le confort immédiat, j'aurais évité beaucoup d'efforts utiles. Nous avons plusieurs voix intérieures. Celle qui sait, celle qui a peur, celle qui veut plaire, celle qui est fatiguée, celle qui veut grandir. L'amour rationnel ne donne pas automatiquement raison à la voix la plus forte. Il organise une discussion. Avant une décision, demande qui parle en moi, la femme épuisée, la femme blessée, la femme lucide, la femme qui veut éviter, la femme qui a envie. Elles peuvent toutes être présentes. Puis pose une deuxième question, quelle décision me respectera aujourd'hui et élargira ma liberté demain? Voilà un excellent critère. Parfois, la réponse sera reste chez toi, ferme la porte, fais-toi du thé, ne réponds à personne, dors, lisse, respire et fais-le sans culpabilité. D'autres fois, la réponse sera mets tes chaussures et va prendre ce café même si une partie de toi proteste. Ce n'est pas contradictoire. La santé psychologique ressemble davantage à un gouvernail qu'à une règle fixe. J'aimerais que tu te méfies aussi des identités construites sur les réseaux sociaux, homebody, introverti, empathique, hypersensible. Ces mots peuvent aider à se comprendre. Ils peuvent aussi devenir de petites maisons conceptuelles très confortables où l'on explique tout. Je ne veux pas que tu perdes un mot qui t'aide. Je veux simplement que le mot reste une fenêtre, pas un mur. Si tu te dis hypersensible, très bien. Demande qu'est-ce qui me surcharge précisément? Le bruit, le conflit, les foules, la superficialité, le manque de contrôle? Si tu te dis introverti, demande quelle forme de lien me nourrissent. Si tu te dis indépendante, demande est-ce que je sais aussi recevoir. Une bonne étiquette ouvre des questions, une mauvaise les ferme. Nous pouvons maintenant revenir à la personnalité. Une femme qui aime très peu sortir peut avoir un fort besoin d'autonomie. Elle apprécie de gérer son temps, son rythme, son espace. Elle peut être consciencieuse, réfléchie, sensible aux détails, moins attirée par la recherche de sensations. Elle peut aussi avoir développé une vigilance élevée et un besoin de contrôle après des expériences difficiles. Les mêmes comportements externes peuvent naître de moteurs très différents. C'est pourquoi je préfère les cartes au verdict. La carte dit, ici, calme, là, peur du jugement, plus loin, besoin de repos, ici, envie de profondeur, là, ancienne blessure. Une carte n'insulte aucun territoire. Elle t'aide à circuler. Et le but final est bien celui-là, circuler. Circuler entre solitude et lien, entre repos et mouvement, entre prudence et curiosité, entre attachement et autonomie, entre maison et monde. Quand tu peux aller de l'un à l'autre, tu n'es pas prisonnière d'un trait. Tu utilises ta personnalité au lieu d'être utilisé par elle. Si tu veux une image, pense à un accordéon.
Une vie saine peut se contracter pendant une période difficile, puis se réouvrir. Elle n'a pas besoin d'être constamment grande. Elle a besoin de rester extensible. Après un deuil, une rupture, une maladie ou un épuisement, il est normal que le monde se réduise. Le problème n'est pas la contraction, c'est l'oubli du mouvement inverse. Pose-toi cette question: qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire, même si je ne veux pas le faire souvent? Aller seul au cinéma, voyager un week-end, accepter une invitation, rencontrer quelqu'un, entrer dans une salle de sport, appeler une amie? C'est une question de capacité, pas de fréquence. Tu n'as pas besoin d'aimer sortir pour vouloir conserver la liberté de sortir. À partir de cette réponse, construis une micro-expérience. Si tu aimerais pouvoir dîner seul au restaurant, commence par un café seul. Si tu aimerais voyager, fais une excursion d'une journée. Si tu veux rencontrer davantage, commence par une activité structurée où la conversation n'est pas l'unique objectif. Le cerveau apprend mieux quand la marche n'est pas trop haute. Et pendant l'expérience, n'attends pas de te sentir confiante avant d'agir. C'est une erreur fréquente. La confiance vient souvent après l'action. Tu fais quelque chose avec 30% de confiance, tu survis, puis ton cerveau augmente le pourcentage. Si tu attends 90%, tu risques d'attendre longtemps. Le courage précède parfois le sentiment de sécurité. Il ne s'agit pas de se brutaliser. Une bonne exposition respecte le seuil. Si tu es à 9 sur 10 d'angoisse, réduis la difficulté. Si tu es à 2, tu n'apprends peu, être rien de nouveau. Cherche 4 ou 5, assez pour sentir que tu avances, pas assez pour te submerger. C'est l'art très peu spectaculaire de la progression. Je veux aussi te parler de la colère. Certaines femmes ne sortent plus parce qu'elles sont en colère contre le monde. Après des années de déception, elles ont conclu: je ne donne plus rien. Cette colère peut être saine au départ. Elle remet des limites. Mais si elle devient permanente, elle finit par isoler la personne qu'elle voulait protéger. La colère dit souvent: quelque chose a été injuste. Écoute cette information, puis demande: quelle limite aurait dû exister? Peut être que tu aurais dû partir plus tôt, refuser, demander, ne pas pardonner si vite, voir les signaux. La guérison ne consiste pas à supprimer la colère, elle consiste à transformer son énergie en frontière claire. Une frontière claire te permet ensuite de revenir vers le monde sans te sentir naïve. Tu n'as pas besoin de faire confiance à tout le monde. Tu as besoin de faire confiance à ta capacité à observer, dire non, partir, ralentir. Voilà la différence entre innocence et sécurité adulte. Avec cela, la maison redevient un choix agréable plutôt qu'un bunker. Tu peux aimer profondément ton intérieur sans être terrorisé par l'extérieur. Tu peux choisir une soirée en pyjama parce qu'elle te fait plaisir, pas parce que le monde te semble impossible, et tu peux sortir quand quelque chose vaut l'énergie. C'est peut être cela au fond la vraie élégance psychologique, ne plus devoir se prouver qu'on est sociable, forte, indépendante, désirée ou guérie, juste pouvoir choisir. Beaucoup de souffrances viennent du besoin de démontrer une identité. La femme libre n'a pas besoin de publier le procès-verbal de sa liberté. Si quelqu'un te dit: tu ne sors jamais, tu peux répondre: c'est vrai, je sors peu et cela me convient. Point. Si cela ne te convient pas, tu peux dire: oui, je me suis un peu refermé, je travaille à rouvrir certaines portes. Point. Aucun drame. La précision désamorce la honte. Et si une personne se moque de ton mode de vie, regarde ce que cela dit d'elle avant de décider ce que cela dit de toi. Les gens prennent parfois leurs préférences pour des vérités universelles. L'extraverti pense que tu t'ennuies. L'introverti pense que l'extraverti fuit son vide intérieur. Tout le monde psychologise tout le monde, c'est un sport gratuit. Restons modestes. Ton objectif n'est pas d'obtenir un diagnostic flatteur à partir de ton goût pour la maison. Ton objectif est de comprendre si ta manière de vivre sert tes valeurs. Quelles sont-elles? Paix,
Amour, créativité, famille, liberté, spiritualité, apprentissage, contribution, amitié. Si ton quotidien exprime ces valeurs, il peut être très peu mondain et très riche. Une femme peut vivre dans un petit cercle et avoir une immense vie intérieure. Une autre peut avoir un agenda plein et se sentir vide. Ce qui compte n'est pas le volume social, mais la congruence. Est-ce que ta vie ressemble à ce qui compte pour toi? Si la réponse est oui, cesse de t'excuser. Si la réponse est non, ne te condamne pas, ajuste. C'est la beauté d'un regard cognitivo-comportemental. Nous n'avons pas besoin de transformer ton identité entière. Nous pouvons modifier un comportement, tester une croyance, observer un résultat, puis décider. Par exemple, croyance. Si je vais à ce dîner, je vais être épuisé et regretté. Expérience, tu y vas 1 heure, tu rentres à l'heure prévue. Résultat, fatigue 6/10, mais 2 conversations agréables. Conclusion plus précise, les dîners longs m'épuisent, mais une présence courte peut me faire du bien. Tu viens de remplacer un absolu par une règle flexible. Autre croyance, si je vais seul quelque part, tout le monde verra que je suis seul. Expérience, café seul 30 minutes. Résultat, personne ne semble particulièrement intéressé par ton statut. Conclusion. Je remarque beaucoup plus ma solitude que les autres. Encore une mise à jour. Autre croyance, je n'ai plus rien à dire. Expérience, poser 2 questions sincères et partager une chose récente. Résultat, conversation normale. Conclusion. Je n'ai pas besoin d'être spectaculaire pour être relationnel. Ce type de preuve vaut davantage que 1000 affirmations positives devant un miroir. La confiance est une mémoire d'expériences réussies, pas seulement une pensée agréable. Donne à ton cerveau de nouvelles archives, petites, réelles, répétées. Et quand tu échoues, archive aussi l'échec correctement. J'ai passé une mauvaise soirée n'est pas je suis incapable socialement. J'ai annulé cette fois n'est pas je régresse. J'ai eu peur n'est pas je suis faible. Une expérience n'a pas le droit de voler ton identité entière. À ce point, tu peux être sentir que la vraie question n'est plus que dit ma personnalité si je n'aime jamais sortir. Mais qu'est-ce que je veux que ma personnalité me permette encore de vivre? Cette question est beaucoup plus féconde. Elle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle te demande de ne pas abandonner des morceaux de vie à une vieille peur. Il n'y a aucune vertu spéciale à être très sociale. Il n'y a aucune supériorité à être très indépendante. Les extrêmes sont souvent séduisants parce qu'ils simplifient. La maturité est moins photogénique. Elle dit ça dépend. Ça dépend de la personne, du moment, de l'énergie, de la valeur, du contexte. C'est moins viral, mais souvent plus vrai. Si tu as passé des années à courir, ta période casanière peut être un rééquilibrage. Si tu as passé des années cachées, une petite ouverture peut être le rééquilibrage. Même comportement, sans s'opposer. Voilà pourquoi personne ne peut lire ta personnalité à ta place en regardant seulement ton agenda. Je t'invite à observer les mots envie et capacité. Peut être que tu n'as pas envie de sortir souvent, mais tu veux garder la capacité. C'est une très bonne ambition. Peut être que tu as envie, mais tu n'en as plus la capacité psychologique aujourd'hui à cause de l'anxiété. Alors tu peux la reconstruire. Peut être que tu as la capacité et aucune envie. Alors respecte cela et nourris ta vie autrement. Il existe aussi une 4e situation. Tu ne sais plus ce que tu veux parce que tu as passé trop longtemps à répondre aux besoins des autres. Dans ce cas, le silence de la maison peut être un laboratoire. Tu y découvres tes goûts. Mais fais attention, un laboratoire n'est pas une résidence permanente. À un moment, on teste les résultats dans la vraie vie. Demande-toi, qu'est-ce que j'aimais avant de devenir la personne qui devait
tout gérer. Peindre, danser, marcher, apprendre une langue, aller au cinéma, voir une amie, voyager. La réponse n'a pas besoin de devenir un projet rentable. La rentabilité a déjà pris assez de place dans nos existences. Choisis une activité qui te reconnecte à une partie de toi non utilitaire. C'est souvent là que le désir de sortir revient naturellement. On ne se force plus à avoir une vie sociale. On suit quelque chose qui nous intéresse et le lien devient un effet secondaire. C'est d'ailleurs une stratégie excellente pour les personnes introverties, rencontrées à travers un intérêt commun plutôt qu'autour d'une table où la seule activité consiste à parler. Un atelier, une marche, un cours, un bénévolat, un club de lecture, l'activité donne une structure et réduit la pression d'être intéressante en permanence. Si tu te sens rouillé socialement, accepte d'être un peu rouillé. Tu n'as pas besoin de cacher chaque hésitation. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti comme ça. Peut même créer une conversation sincère. La vulnérabilité dosée rapproche davantage que la performance parfaite. Je précise dosée parce que la vulnérabilité n'est pas tout raconter à tout le monde. Elle consiste à partager une vérité proportionnée au niveau de confiance, dire à une connaissance je traverse une période plus calme et vulnérable. Lui raconter en 20 minutes tous les détails d'une relation traumatique n'est pas nécessairement de l'authenticité. Cela peut être un débordement. L'attachement sécure respecte le rythme. Rythme, voilà un mot que j'aimerais que tu gardes. Peut être que tu n'as pas besoin de sortir davantage. Tu as besoin de sortir à ton rythme, voir des gens à ton rythme, rencontrer un partenaire à ton rythme, répondre à ton rythme, guérir à ton rythme. Une vie saine n'est pas lente ou rapide. Elle est accordée, mais ton rythme doit rester compatible avec le réel. Si tu veux une relation et que tu n'acceptes jamais de rencontrer personne, il y a contradiction. Si tu veux de nouvelles amitiés et que tu ne proposes jamais rien, contradiction. Si tu veux te sentir plus vivante mais que tu refuses toute nouveauté, contradiction. La compassion n'efface pas la logique. C'est peu être là que mon côté rationnel intervient le plus. Je peux comprendre parfaitement la peur et en même temps refuser de lui donner raison sur tout. Je peux respecter ta fatigue et te demander si tu nourris assez ta vie. Je peux célébrer ton indépendance et te demander si elle cache une difficulté à recevoir. Deux vérités peuvent coexister. L'amour sain envers soi-même n'est pas complaisant. Il est bienveillant et exigeant. Il ne dit pas tout ce que tu fais est parfait parce que tu as souffert. Il dit je comprends pourquoi tu fais cela. Maintenant, est-ce encore utile? Cette question honore ton histoire sans lui donner les clés de tout ton avenir. Si ton retrait t'a protégé après une blessure, remercie mentalement cette stratégie. Oui, remercie-la, elle a peut être été intelligente. Puis demande-lui si elle peut travailler à temps partiel. Nous n'avons pas besoin de licencier brutalement nos défenses. Nous pouvons leur proposer un nouveau poste. Par exemple, la vigilance devient discernement. La méfiance devient lenteur. L'hyper-indépendance devient autonomie avec capacité à demander. L'évitement devient sélection. Le silence devient repos. La solitude devient espace créatif. C'est cela, transformer une défense plutôt que la combattre. Tu remarques que nous n'avons jamais eu besoin de t'ordonner de devenir sociable. Nous avons seulement cherché plus de liberté. Et c'est peut être le meilleur critère pour savoir si un changement psychologique est bon. Après ce changement, as-tu davantage de choix réels? Une femme libre peut rester chez elle, elle peut aussi sortir, elle peut aimer, elle peut partir, elle peut demander, elle peut refuser. Elle peut être seule sans se sentir abandonnée et proche sans se sentir envahie. Cette souplesse est beaucoup plus intéressante que n'importe quelle étiquette de personnalité. Si tu veux mesurer tes progrès, ne compte pas les invitations acceptées, compte les décisions conscientes. J'ai dit non parce que j'étais réellement fatigué. J'ai dit oui malgré une petite peur. Je suis rentré tôt sans culpabilité. J'ai proposé moi-même une rencontre.
Je suis resté seul sans chercher une relation toxique pour remplir la soirée. Voilà des indicateurs de santé relationnelle. Et si tu retombes dans une période de retrait, ne dramatise pas. La vie est cyclique, l'énergie varie, les saisons psychologiques existent, observe simplement si tu peux revenir quand tu le souhaites. Une porte n'a pas besoin d'être ouverte tout le temps pour ne pas être verrouillée. Je voudrais que tu imagines maintenant la version de toi dans 5 ans, pas plus jeune, pas plus mince, pas miraculeusement débarrassée de toutes ses blessures, juste plus libre. Comment passe-t-elle un samedi? Peut être qu'elle reste chez elle avec bonheur, peut être qu'elle retrouve une amie, peut être qu'elle voyage. Ce qui change, ce n'est pas nécessairement son agenda, c'est qu'elle ne décide plus sous la menace d'un vieux scénario. Elle ne se dit plus je n'y vais pas parce que je vais être jugée. Elle pense est-ce que cela vaut mon énergie? Elle ne pense plus si je suis seule, quelque chose cloche. Elle pense quelle qualité de solitude suis-je en train de vivre? Elle ne pense plus si quelqu'un m'aime, je dois être disponible. Elle pense un lien sain supporte mes limites. Voilà une personnalité qui n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue moins captive. La réinvention après 45 ou 50 ans ne consiste pas à faire semblant d'avoir 20 ans, elle consiste à récupérer des choix que tu avais abandonnés. Certaines femmes se mettent à voyager seules. D'autres apprennent enfin à rester chez elles sans culpabilité. Ce sont parfois deux expressions de la même guérison. Elles cessent d'organiser leur vie autour de ce que les autres attendent. Et si tu ne dois garder qu'une idée, garde celle-ci. Ton goût pour la maison n'est ni un défaut à corriger, ni une preuve automatique de profondeur. C'est un comportement. Son sens dépend de ce qu'il protège, de ce qu'il nourrit et de ce qu'il t'empêche de vivre. Alors, la prochaine fois que tu refuses une sortie, ne te juge pas. Fais simplement cette pause de 10 secondes. Est-ce un nom de liberté ou un nom de peur? Tu ne seras pas toujours certaine. Bah, c'est pas grave. L'attention répétée crée déjà un changement. Tu commences à distinguer les voix et lorsque tu acceptes, fais la même chose. Est-ce un oui d'envie, un oui de valeur ou un oui de peur de décevoir? Voilà comment on cesse d'être prisonnière aussi bien du oui que du non. L'autonomie ne consiste pas à refuser davantage, elle consiste à choisir davantage. Je crois que beaucoup de femmes ont passé la première moitié de leur vie à apprendre à dire oui et la seconde à apprendre à dire non. La vraie maturité arrive peut être après, quand elles peuvent dire l'un ou l'autre sans devoir construire une identité autour. Oui quand c'est vivant, non quand c'est juste. Et parfois, je ne sais pas encore, quand le corps et l'esprit ont besoin de quelques heures, tu n'es pas en retard. Les compétences relationnelles se développent à tout âge. La neuroplasticité ne promet pas une transformation instantanée, mais elle confirme quelque chose de simple. Ce que tu répètes compte. Répète la fuite, la peur devient plus crédible. Répète une ouverture graduelle, la capacité augmente. Répète des limites saines, ton système apprend que le lien n'exige pas le sacrifice. Et surtout, ne mesure pas ta vie à la visibilité. Il existe des existences très discrètes et profondément fécondes. Une femme peut être heureuse avec peu de sorties, quelques relations solides, un travail qui a du sens, un jardin, des livres et une paix intérieure réelle. Si c'est ta vie et que tu l'as choisie, protège-la. Le monde a déjà assez de bruit sans que tu te forces à en ajouter. Mais si derrière cette discrétion il y a une tristesse, une honte, une peur, une sensation de rétrécissement, alors traite cela avec tendresse et sérieux, pas avec mépris, pas avec je suis comme ça. Ouvre une petite fenêtre. Puis une autre. La liberté revient souvent par centimètres. Et si quelqu'un entre dans ta vie pendant ce processus, ne lui donne pas la mission de te sauver de ta solitude. Observe simplement, est-ce que cette personne respecte mon rythme? Est-ce qu'elle peut entendre non?
Est-ce que je peux être silencieuse sans devoir réparer l'ambiance? Est-ce qu'elle me rend plus curieuse du monde ou plus anxieuse? Est-ce que mon corps se détend progressivement? Voilà de meilleures questions que est-ce que c'est le bon après 3 rendez-vous? L'amour rationnel n'est pas froid, il est suffisamment chaud pour accueillir l'émotion et suffisamment lucide pour regarder les faits, il ne nue pas les papillons, il vérifie seulement qu'ils ne sont pas des moustiques sous caféine. Il demande: les actes correspondent-ils aux mots? La réciprocité existe-t-elle? Mes limites sont-elles respectées? Puis il laisse le temps travailler. Se détacher n'est pas se désintéresser. C'est pouvoir aimer sans surveiller constamment si l'autre va partir. C'est pouvoir rester chez soi une soirée sans imaginer que le lien s'effondre. C'est pouvoir laisser l'autre avoir sa vie et conserver la tienne. Et c'est aussi pouvoir sortir, respirer, rencontrer, sans que chaque mouvement devienne une menace pour le couple. Tu vois alors que aimer ne jamais sortir peut parfois être le signe d'une femme qui s'est enfin retrouvée. Mais cela peut aussi être le signe d'une femme qui s'est tellement protégée qu'elle ne sait plus comment être trouvée. La différence n'est pas visible sur une photo. Elle se ressent dans la liberté, la vitalité et la capacité de choix. Je voudrais terminer en te donnant une image. Imagine que tu tiens une clé. Pendant longtemps, tu as être cru qu'elle servait à fermer la porte pour empêcher le monde d'entrer. Puis tu découvres qu'elle sert aussi à ouvrir quand toi tu veux sortir. Même clé, même porte. Ce qui change, c'est qui décide. Si tu es en paix chez toi, reste-y, avec joie. Si tu te caches, ne te condamne pas. Commence par une petite sortie vers toi-même. Appelle quelqu'un. Marche 10 minutes. Inscris-toi à quelque chose qui t'intéresse. Prends un café seul. Autorise une conversation. Le monde n'a pas besoin de t'avaler. Tu peux le visiter. Et si tu te demandes encore ce que ta personnalité dit de toi, j'aimerais répondre ceci: elle dit moins qui tu es pour toujours que comment tu as appris à te protéger, te nourrir et chercher la sécurité jusqu'ici. C'est une histoire, pas une sentence. Une histoire peut garder ses chapitres précédents sans répéter la même fin. Je ressens au fond de tout ce parcours une seule chose: la paix la plus profonde n'est pas de ne plus avoir besoin de personne, mais de pouvoir rester soi-même, seul comme en lien, sans se trahir pour être aimé. C'est précisément pour donner une continuité à ce mouvement intérieur que j'ai voulu construire un support qu'on puisse reprendre quand l'émotion retombe et que la vie quotidienne revient. Brisé par design est un e-book téléchargeable que tu peux acquérir directement depuis la description de cette vidéo ou depuis le commentaire épinglé. Je l'ai pensé comme un système de guérison émotionnelle structuré semaine par semaine avec des exercices concrets, des vérités que personne ne t'a jamais dites et un plan de 30 jours pour commencer à te reconstruire là où tu es, tel que tu es. Ce n'est pas un objet à collectionner ni une promesse de devenir une autre personne en un mois. C'est le type de guide que j'aurais aimé voir exister plus tôt, quelque chose de structuré pour aider à regarder les blessures, les schémas relationnels et l'estime de soi sans se perdre dans des slogans. Tu peux avancer à ton rythme, revenir sur les exercices, écrire, observer, recommencer. L'objectif n'est pas de te rendre dépendante d'une méthode, mais de t'aider à reprendre progressivement la main sur tes choix émotionnels. Le lien pour télécharger l'e-book est dans la description et dans le commentaire épinglé, c'est là, à portée de main. Tu peux le trouver juste en dessous si tu veux aller plus loin. Et voici ton défi pour cette semaine. Choisis une seule action qui garde ton monde ouvert sans violer ton besoin de calme. Une promenade avec quelqu'un, un café seul, une invitation courte, un appel, une activité nouvelle. Avant de la faire, note ton niveau d'appréhension sur 10. Après, note ce que tu as réellement ressenti, pas ce que tu avais prédit, ce que tu as vécu.
C'est ainsi qu'on commence à distinguer la peur de la vérité. Abonne-toi si tu veux continuer ce travail de lucidité sans brutalité. Et dis-moi en commentaire, aujourd'hui, quand tu restes chez toi, est-ce surtout par paix, par fatigue, par choix ou parfois par peur? Ton commentaire peut aussi aider une autre femme à mettre des mots sur quelque chose qu'elle croyait être la seule à vivre.